this is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On vous remercie énormément d'être là pour nous écouter de nouveau. On sait que c'est vraiment une tannée de nous avoir dans les oreilles, donc merci de vous infliger ça et d'être là pour cet épisode spécial qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire un truc un peu quali sur un sujet qui nous tient à cœur avec l'ami Yvan qui est là. Comment ça va ? Bonjour à toi, ça va ? Ça va, ouais. Très content d'être là pour un épisode spécial. Ouais, l'ami Adrien est pas là, donc on se fait un petit truc historique comme on aime bien. Donc pour vous expliquer, ça va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, rien qu'en termes d'ambiance générale, parce que forcément le thème, et vous l'avez sans doute lu dans le titre de l'épisode, est un peu ne prête pas à la rigolade et à la blague. Mais si. Mais c'est un sujet qui nous tenait à cœur pour une simple raison. Un jour, on a discuté et on s'est rendu compte que, sorti de l'ami Valentino Rossi, nos deuxièmes chacun pilotes préférés avaient un point commun, ceux d'être malheureusement décédés sur piste. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je me trompe si je dis que ton deuxième pilote préféré derrière Monsieur Rossi, c'est Marco Simoncelli ? Ah bah non, tu te trompes pas, oui, c'est ça. Hein. D'accord, donc du coup, vous avec l'esprit de déduction que vous avez, vous vous doutez que moi, mon deuxième pilote préféré derrière Monsieur Rossi, c'est Daijiro Kato. Donc on s'est dit qu'on allait faire un épisode spécial pour parler d'eux, parce que en plus d'avoir cette particularité commune d'être morts en piste en MotoGP, ils ont d'autres choses en commun, notamment, on a parlé un petit peu en off, le team, Oui. c'est tous les deux des pilotes Gresini, les stats, ils ont des stats grosso modo similaires, et des carrières vraiment étoiles filantes, c'est-à-dire que, enfin bon, on va en reparler, mais c'était vraiment genre des giga cracks tous les deux qu'on attendait au tournant, donc on s'est dit c'est cool, ça fait un moment qu'on a envie de le faire, donc on le tente. Donc on espère que ça va vous plaire. Ceux qui commencent à venir, ceux qui vont essayer de venir me dire oui, ça fait du buzz sur des pilotes, allez vous faire foutre. Juste, on a envie de parler d'eux parce que c'est vraiment nos pilotes qu'on adore. Donc on se gêne pas. D'abord, je commence par une question tout de suite. Je nique l'ambiance. On sait que c'est des choses qui peuvent arriver dans notre sport en guillemets. Hein, je pratique pas, mais je regarde beaucoup de temps en temps. Moi, je regarde pas. Hein. Ouais. Jamais. On sait que c'est des choses qui peuvent arriver, les accidents, et malheureusement, les pilotes qui décèdent pas sur piste, mais suite à des blessures. Toi, comme moi, tu as dû le vivre plusieurs fois en direct derrière ta télé. Quel est le sentiment que tu as par rapport à ça ? Est-ce que tu y penses quand tu vois des gros accidents ? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont choqué, etc. Bref, ça dépend du pilote, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Toi, quand c'est le dernier du Pasquier, on va pas se raconter d'histoire. J'étais pas fan de lui, tu vois. Ouais. Ça fait touche, chier. ça fait quelque chose, mais c'est pas un gars qu'on suivait, etc. C'est ça. Qu'on connaissait depuis longtemps. Alors, le pire, c'est quand c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps, que t'aimes bien. Ouais. Mais quand c'est quelqu'un qui est moins connu, bon. Puis après, ça fait longtemps qu'on suit, toi et moi, donc bon. On commence un peu à être habitué quelque part, puis on sait que. Malheureusement. Ouais. Puis quand je discutais avec mon vieux, lui, c'était une autre époque. Les anciens, ça mourait par peut-être week-end 2 ou 3 des fois, de temps en temps. C'était au moins un régulièrement, donc bon, ça s'est beaucoup calmé. Puis surtout avec Kato, c'est que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu un, quoi. Ouais. Voilà, donc en fait c'était brutal, quoi. Avant lui, le dernier, ça devait être un autre japonais dans les 90 dans les stands. Oh là, j'ai en pas 250. J'ai 125, je sais plus, l'info. Team Tank 3. Ok, j'ai pas du tout. Je sais plus le nom, Manako ou un truc comme ça. Vous chercherez bien sûr dans les commentaires. Et du coup, lui, il est mort dans les stands, tu vois. En fait, il est sorti en même temps qu'un autre et ils se sont percutés et comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, lui était moins connu. Bon, et puis avant lui, je crois le dernier, ça devait être, je sais plus, peut-être en 500, même pas, ouais. Enfin, je sais plus, dans les années 80, je crois. Le dernier, il y avait un gros écart entre, voilà. Dans les années 80, il n'y en a pas eu, il me semble, à part lui, ce que je te dis. Ouais. Sinon, non. Je sais que Sarinen est mort mais ça date. à Monza 72. À Monza, ouais. J'étais pas, mais... dans un carambolage apparemment qui a fait... avec un autre pilote italien, Pasolini. Exactement. Donc, bon, alors, moi, pour dire un peu... j'ai vécu bien trop de morts en direct. Moi, c'est quelque chose auquel je ne m'habituerai jamais. Non. Ça me met en giga PLS à chaque fois que je oui, vois un accident. évidemment, j'ai le souffle un peu coupé et tout.
Je sais qu'on n'a pas tous le même rapport à ça, tu vois. Toi, comme tu dis, on doit s'y attendre et tout, machin. Moi, Comme je dis toujours, hein, ma grand-mère disait, je préfère que ce soit eux que nous. Hein, tu vois. Oui, ok, je vais le couper. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que c'est toujours. Enfin, moi, en fait, il n'y a pas d'autres sports où tu vis ça, quoi, j'ai l'impression. Alors, en sport méca, plus que dans d'autres sports. Parce que tout ce qui est sport co et tout, machin, ça n'existe pas. Ça n'existe quasiment pas. Genre, c'est infinitésimal et les cas, ils sont tellement rares. Oui, puis c'est malaise cardiaque au pire. Voilà, c'est pas... En sport méca, forcément, il y en a un peu plus. On pense à Jules Bianchi, alors, Jules Bianchi qui est mort longtemps après l'accident, mais qui est quand même mort sur la piste, c'est à cause de l'accident, quoi, oui. On pense à Ayrton Senna, etc., même si c'est pas connu. Mais en moto, c'est démultiplié par rapport à la Formule 1. Après, on va pas vous faire de dessin, c'est comme sur la route, il n'y a pas de carrosserie, donc forcément, quand ça tape, c'est compliqué. En général, il y a 2 cas principaux d'accidents qui mènent jusqu'à la fatalité. C'est quand le pilote tombe et reste sur la piste et se fait percuter par les autres, ou quand il y a un manque de dégagement. La deuxième option, elle est quasiment, on peut pas annoncer assurer ça à 100%, mais c'est quasiment exclu maintenant parce que les choses sont faites correctement. Oui. Alors malheureusement, on va en reparler, il y a un pilote qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça à cause d'un problème de dégagement. On va commencer par lui, monsieur Luis Salom, qui est, alors je vais vous sortir mes petites notes, il est décédé à Catalunya. 2018, non ? Non, bien avant ça. Ah ouais ? Donc Luis Salom, né le 7 août 91, donc il avait grosso modo 5 saisons en moto 325 pour 2 podiums au général. Il me semble que c'est lui qui a la bagarre avec... oui. Il y a une année, ils sont 3 à prendre le titre. Lui, Miller, et c'est qui ? C'est pas Rins ou Viñales ? Si. C'est Viñales. Ouais, Viñales, oui. Ouais. Donc aussi mec plutôt talentueux. 2 saisons plus difficiles en Moto2, il va prendre un seul podium. Et il va mourir le 3 juin 2016 à 24 ans après une chute en FP2 à Catalunya, donc dans l'avant-dernier virage en fait. Ouais, c'est aussi vieux que ça. Ouais. Il va sortir et aller taper le mur. Donc après le circuit va être modifié. Ils vont mettre une chicane. Ils vont passer sur le circuit F1, grosso modo. Et après ils vont retravailler le dégagement et ils vont revenir à l'ancien circuit qu'on connaît maintenant. Donc ça c'est... Maintenant, les pilotes blessés à cause des problèmes de dégagement, c'est vraiment giga rare. Pour le coup, pour que les mecs aillent jusqu'à taper le mur et tout, parce que j'ai l'impression que, et c'est tant mieux, la Dorna aujourd'hui ne transige pas avec les circuits et leur homologation. Attention, il y a le Kazakhstan maintenant. Ouais, on espère que les murs seront pas trop proches. Ça va être beau. Et il y a l'Inde aussi. Ouais, mais pas encore. Kazakhstan, c'est dès cette année. Ouais, mais Inde, c'est 23 aussi. Ah ouais ? Prévisionnel. Eh ben, c'est super. Ce que j'ai vu sur le calendrier, en vrai. Oh putain, quel enfer. Alors, un éléphant qui traverse. Ouf. Ok. J'espère qu'il y aura des boîtes de paille autour de ses pieds, tu vois, histoire de... Tiens, on est en train de faire des blagues sur un épisode horrible comme ça, les gens ils vont... Oh, bah, quand même... ça va. Ensuite, donc pour parler d'autres pilotes, monsieur Shoya Tomizawa. Oui, ça j'ai vu en direct, je me rappelle. Le 10 octobre 96. Moi aussi, je l'ai vu en direct. Et alors, celle-ci, je crois que c'est celle qui m'a le plus brassé. Bah, alors, la deuxième qui m'a le plus brassé. C'est ça, c'est qu'il tape plus, dans une courbe rapide et puis exactement. tu le vois tournoyer un peu. Et puis la caméra sur lui en plus. Ah ouais. C'est-à-dire que les autres, la caméra est pas sur eux. Donc en fait, tu vois des replays, tu vois. Là, Tomizawa, je m'en souviens comme si c'était hier. Il était en groupe de tête avec De Angelis, tout ça. Exactement. Ah putain, j'allais te poser la question. Tu te souviens qui tape quand même. De Angelis et Redding. Et Redding. Ouais. Ah ouais, ok. Et du coup, ouais, la caméra était sur lui. Oh là là, ça m'a... C'était vraiment hyper difficile. Donc vainqueur de la première course moto de l'histoire en 2010. Je suis à Tomizawa. Il sort nulle part parce qu'il sort de 2 saisons 125 moyennes. Un japonais. Exactement. Bah, c'est vrai. On va en parler d'un vrai japonais, t'inquiète. Donc du coup, le 5 septembre 2010 à Misano, il va mourir après une chute et s'est fait percuter par De Angelis et Redding. Bon, après, en plus, c'était un pilote au demeurant fort sympathique, semble-t-il. Moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est... alors, je l'aime pas beaucoup, pour pas dire pas du tout, mais l'émotion de Rémi Tissier, en fait, quand il l'apprend... Ah oui, Tissier. Ouais, on fera un épisode sur Rémi Tissier. Non. En fait, son décès, je pense, est annoncé. Alors, il ne nous est pas annoncé à nous, mais il vient jusqu'aux oreilles de Rémi Tissier pendant la course MotoGP. Et là, il y a 10 minutes de blanc
parce qu'apparemment il le connaissait et tout. Ouais, c'était dans un team français. Il était dans le CIP. CIP, ouais. Voilà, et là, les 10 minutes de course MotoGP sans un commentaire de Rémi Tissier, c'était très 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 long. C'était bien pour nous quand même. Alors moins il parle, mieux c'est, mais dans ces conditions, oui, ça fait bizarre. Voilà, c'est pas super. Non mais oui. Et le dernier, on en a parlé tout à l'heure vite fait, Jason Dupasquier, première saison très moyenne en Moto 3. Il est né le 7 décembre 2001, donc là vraiment très très jeune. Première saison moyenne en Moto 3 et un début de saison de Moto 2 très prometteur. Je me suis refait les stats du coup pour préparer l'épisode. Vraiment son début de saison, son début de deuxième saison Moto 3, c'est du lourd hein, pour le coup. Ça annonce vraiment quelque chose de bien. Et il va décéder le 20 mai 2021 pendant le qualif du GP du Mugello. Pareil, on n'a pas vu les images, on veut pas les voir. Alors c'est pareil, entre parenthèses. Si vous n'avez pas vu les images d'accidents comme ça, n'allez pas les voir. Oui, c'est pas grave. Ça sert à rien, ça va pas ramener le pilote. Vous, au pire, ça vous empêche de dormir et ça donne de l'argent à des tocards qui mettent ça sur les réseaux sociaux. Donc, faites pas ça, c'est pas utile. Après avoir parlé du coup de ces 3 pilotes, je vous propose qu'on enchaîne sur le fond de cet épisode, c'est-à-dire les 2 pilotes dont on avait vraiment tous les deux envie de parler et à qui on a envie un petit peu de rendre hommage, il faut le dire. Je te propose qu'on commence par celui qui nous a quitté le plus ancien. Cette phrase ne veut rien dire, mais j'espère que vous l'avez compris. Le plus il y a longtemps, quoi. Voilà. Monsieur Daijiro Kato. Il y a 20 ans. Ouais. Oh putain. Oui, je viens de 2003. me tête. Ouais. Je me rappelle où j'étais quand j'ai eu l'annonce, tout ça. Je vais te faire le déroulé moi aussi, je me rappelle. Né le 4 juillet 1976, donc en fait, le mec aurait... Il avait 26 ans quand il est mort, du coup il aurait 46 ans, il sera à la retraite depuis un moment. Quoi. C'est moche, mais c'est comme ça. Quadruple champion du monde du Japon sur Pocket. Champion du monde du Japon. Quadruple champion du Japon sur Pocket Bike. Champion du monde du NBA, était bien champion du monde de basket. C'est pas pareil, c'est la NBA. Il va faire une première saison complète en 250 en 2000. Avant ça, il va faire 3 wildcards en 250 au Japon à Suzuka. 3e en 96, victoire en 97 et victoire en 98. Un japonais. Ça a disparu. Mais j'adorais les wildcards japonais. AB en 500 AB aussi. Pareil. Akira Ryu, je me rappelle, qui fait un podium. Des mecs sortis de nulle part. Exactement. Après, ça avait ce truc aussi, les Japonais, c'est-à-dire qu'ils avaient des championnats nationaux avec exactement les mêmes motos. Où c'était pas le cas dans n'importe quel autre pays du monde. En France, il n'y avait pas le championnat de 500. Exactement. AB, il arrive en 500, il fait une wildcard sur la 500 et je crois qu'il fait podium. Oui, mais il la connaissait. Mais il roule tous les jours sur la 500. Donc pour lui, c'est pas incroyable, quoi. Donc Kato, 3 wildcards. Et AB, il est mort aussi. Ouais, mais pas sur la piste. Ah, mais ça faisait chier aussi. De toute façon. Et en plus, il a éclaté. Putain. Sur un T-Max. Non mais ça c'est horrible. Tu passes toute ta vie à rouler à 300 km/h sur des motos du futur et tu meurs dans une rue en sens unique sur un T-Max écrasé par une fourgonnette de livraison. C'est quand même giga éclaté, j'en peux plus, quoi. D'ailleurs, on fait la bise à Ken Block qui a risqué sa vie, qui a passé 30 ans de sa vie à faire des drifts sur des bords de falaise ou je sais pas quoi et qui meurt écrasé par une motoneige. Franchement. Une motoneige. Ouais. Horrible. C'est horrible, c'est triste. On pense à lui aussi, on l'embrasse. Enfin non, mais pardon. Oh, putain, on va se faire blacklister cet épisode. Première saison complète du coup en 250 en 2000. Et moi je me souviens, il arrive et je me dis, je me souviens de commentaires de mon père surtout qui fait putain mais c'est complètement n'importe quoi. Alors à l'époque on savait pas qu'en 250 ils avaient les mêmes au Japon ils avaient les mêmes motos. On pensait qu'ils avaient des trucs différents. Et même après ses wildcards, j'ai toujours en tête le commentaire de mon père qui dit non mais arriver directement dans 250 ça n'a pas de sens, même s'il la connaît un peu autant passer par la 125 etc. Que nenni je m'en bats la race. Il arrive en 2000, 4 victoires, 3e du championnat derrière Jacques et Nakano. À 20 points d'Olivier Jacques, il termine. Donc vraiment pas loin. Pour le coup, donc il fait une saison très intéressante. 2001, les 2 pilotes Tech 3 passent en MotoGP. Avec beaucoup de succès. Oui. Ouais, Nakano, ça va. Elle est ok sa carrière. Ouais. Jacques aussi. Ouais, la carrière de Jacques en MotoGP, frère. Non, pas en MotoGP, mais bon. Ouais. Nakano a pas de titre. Si c'est l'actu. Voilà. Arrête, ça me fait mal. Donc du coup, déjà en 2001 se retrouve... il va rouler sur tout le monde. J'ai sous les yeux sa saison 2001 250. Franchement, c'est de l'acabit de Rossi 2003, Marquez 2019, ce que vous voulez. Il va gagner 11 Grands Prix sur 16 ou 15, 16, voilà, 11 Grands Prix sur 16. Et après, les autres, c'est 2e, 3e, 10e, 11e et une chute. Donc vraiment, il va déglinguer tout le monde, très clairement. Il est au-dessus du lot, il n'y a pas du tout de concu.
Il passe logiquement en MotoGP en 2002. Donc 2002, l'année hybride 500 MotoGP moto, 500. D'ailleurs, on fera peut-être un épisode un jour sur cette saison-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'était vraiment intéressant. Donc chez Gresini, il va commencer la saison sur une 2 temps pour finir sur une 4 temps, comme l'ami Alex Barros qui va faire la même chose. Parce que du coup, leurs bons résultats vont leur permettre d'obtenir la moto la plus performante. Et il termine avec 2 podiums et une 7ème place au classement final. On peut dire que pour une saison rookie, c'est intéressant. Ah bah c'est pas dégueu. Raoul Fernandez et Rémi Gardner. Hein, même Marco Bezzecchi, il rêve de finir 7ème. Ah oui, non, c'est solide. Surtout que 500 de l'époque, passer d'une 4 temps à une... Alors c'est vrai que la 4 temps était vachement plus simple à conduire apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. C'est moins on-off quoi. Voilà, mais bon, en courte saison, tu changes de moto, carrément de moto, tu vois, d'architecture. Maintenant, t'as vu, on leur modifie un truc, limite la moto... Tu leur enlèves un aileron, les mecs qui sont en PLS. Alors que là, on est passé de comme un diesel à un essence, quoi, c'est ça. Hein. Ah oui. Hein. Donc bon, à un moment, voilà. Ouais, tout à fait. Faut quand même se rendre compte du changement, parce que vous passez d'une moto 2 temps, qui a un comportement... ou demeurant très bien, mais... Bien spécifique. Voilà, à une 4 temps, c'est complètement différent, quoi. Donc du coup, il va faire 2 podiums en Espagne, en République tchèque. Après, il va finir la saison sur une 5e et 2 4e places. Donc, saison hyper intéressante de rookie. Donc, il reste, alors, il me semble que Telefonica Movistar, c'est Gresini aussi ou pas avec Gilberno. Oui. C'était bien le team Gresini, c'est bien ce qui me semblait. J'avais un petit oui. Donc, il reste chez Gresini et Gresini, du coup, qui s'étoffe un peu, qui met une deuxième moto avec l'ami, c'était Gilberno. Qui ramène ses couleurs. Pour la saison, exactement, qui vient avec son sponsor. Pour la saison 2003. La saison s'ouvre à Suzuka et malheureusement, donc du coup, le 6 avril, je crois que c'est au 7e ou au 8e tour, quelque chose comme ça, il va chuter et violemment percuter le rail de sécurité. Pas de dégagement à cet endroit. Est-ce que tu as vu la vidéo, toi? Non. J'ai dit qu'il fallait pas la regarder. Non, on voit un peu, j'avais regardé. En fait, c'est que moi, il n'y a pas de vidéo en direct. Non. Parce qu'il n'était pas dans les premiers. Il était il pas était, trop mal classé. Il était 8e, je crois. Ouais. Et du coup, il était tout seul, je crois. Au moment de... En fait, j'arrive pas à comprendre quel virage c'est. Ah bah, c'est avant la chicane. Avant la dernière chicane. C'est avant la chicane? Ouais, il y a une sorte de virage là et c'est là. En fait, au freinage de la chicane, en gros, il a tapé le mur parce qu'il y a un mur qui est juste à côté. Ouais. C'est là. Ok. J'ai pas réussi en fait à. Je me demandais si c'était là ou avant l'épingle, tu sais, de l'autre côté du circuit. Non, c'est avant la chicane. Okay. Ouais. Du coup, il va se combattre à ses blessures 2 semaines plus tard. Donc, bon, je ne vous pas le détail des blessures parce que. Bon, oui, bon. Du coup, raconte-nous, tout à l'heure, tu disais que tu te rappelais où est-ce que tu étais exactement, comment tu as eu l'annonce, dis-nous. Bah, c'était les premières années où je suivais, moi. J'ai commencé en 2001, donc c'était la 2e année, quoi. Et du coup, je me rappelle, à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant, tu vois, c'était 2003, donc je me rappelle, c'est mon père qui m'avait dit qu'il était mort. Parce que la course, je ne l'avais pas vu en direct, parce que c'était au Japon, donc c'était tôt le matin, j'étais petit à l'époque, voilà. Et du coup, non, je ne l'avais pas vu, l'accident ni rien. Par contre, le décès, je me rappelle, mon père nous avait appelé et tout. Et du coup, paf, on avait appris la nouvelle avec mon frangin, putain, ça nous avait brassé, quoi, à cet âge-là, tu vois, bon... c'était une étoile montante du truc, quoi. Donc, puis, c'était ça. Horrible, la nouvelle. Et putain, ça fait chier, quoi. Tu dis merde, il est mort, tout le pauvre, tu vois. Ouais. Mon vieux, il l'aimait pas plus que ça. Enfin, toi, il suivait comme tout le monde à l'époque, mais ça l'avait un peu. Parce que lui, ça faisait longtemps qu'il n'en ait pas vu en catégorie reine. Donc, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc du coup, ça a marqué, quoi. Puis c'était un prometteur, donc. Puis après, malheureusement, il y a Gilberno qui en a profité, quoi. On va en reparler de ça, c'est quand même lunaire. Ah oui. Moi, je me souviens, alors je vais vous raconter ma vie, mais vous êtes habitués, je fais ça tout le temps. Je me lève pour regarder le replay, en fait. Moi, je suis depuis... moi, j'ai mes premiers souvenirs de... Agostini, tout ça. Non. Mes premiers souvenirs, moi, c'est... je crois que c'est la dernière année de Rossi en 250. Ah ouais. Donc, moi, déjà, Gato, très, très, très fan depuis son arrivée en 250 justement. Depuis 2000, vraiment, j'étais vraiment giga fan. J'en attendais beaucoup. Je l'ai beaucoup suivi pendant sa saison rookie. J'adorais ce pilote, vraiment. Et donc, je me lève pour regarder le replay. Et je me rappelle, je suis hypé. J'ai 13 ans et je me souviens très bien. Je suis hypé parce que je me dis, putain, Suzuka, il est très très fort. Donc là, maintenant, il a. Parce que la saison d'avant, Suzuka, il avait une 2 temps. Donc, c'était pas possible. Là, il avait la 4 temps et tout. J'étais giga hypé. Et en fait, je me lève, il n'y a pas de replay. Et je vois un bandeau déroulant qui explique ce qui est arrivé, les blessures et tout. Et là, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, je me souviens, premier réflexe, je vais dans la chambre de mes parents,
Et du coup, mon père, je fais papa, il y a un truc qui va pas du tout là. Hé, casse-toi, tu me pètes les couilles encore, qu'est-ce qui t'arrive là? Alors je lui dis ce que j'ai vu, il fait oh putain. Et du coup, il s'est levé. Et du coup, bah, il a rien fait plus que moi, forcément. Oui. Et effectivement, 2 semaines après, on a appris le truc. Moi, pour le coup, ouais, giga choqué, même si je l'ai pas vu en direct et tout. Heureusement que j'ai pas vu en direct, je pense, parce que ouais, vraiment, j'étais jeune, très fan du pilote et ouais, je pense vraiment que ça m'aurait vraiment giga brassé pour le coup. Donc voilà. Je te propose qu'on parle un peu de l'héritage d'Eijiro Kato. Moi, je suis étonné. C'est un grand mot peut-être, enfin je sais pas trop. Encore aujourd'hui, on voit des jeunes pilotes japonais avec son numéro sur le cuir. Bah, ça a marqué, je pense. Je crois que c'est le cas de Sasaki. Je sais que Rossi l'a longtemps gardé aussi. Ouais. Le numéro sur le cuir. Gilberno l'a gardé jusqu'à la fin de sa carrière. Pas longtemps après. Ouais, pour le coup, Daijiro Kato, il est encore dans les têtes de vraiment beaucoup de gens. Je pense qu'au Japon, il est toujours considéré comme... Parce qu'en fait, il y a beaucoup il y a des documentaires sur sa vie et tout sur YouTube. Alors, ils sont en japonais, donc bon courage. J'ai essayé de me les farcir pour cet épisode. Je n'ai pas réussi. Pas facile. Donc, ouais, je pense qu'il y a toujours un peu l'aura de Daijiro Kato qui est là. Surtout voilà, sur les pilotes japonais. Moi, j'ai le souvenir de Nakano, Tamada, Ukawa et tout, qui ont toute leur carrière porté le 74 sur un endroit de leur cuir et tout. Enfin, c'était voilà. Et je te propose qu'on finisse sur Daijiro Kato sur un peu de science-fiction. S'il ne lui était pas arrivé ce fatal accident, comment t'aurais vu la suite de sa carrière? Pas facile, parce que le problème, il est arrivé à une époque où il y avait Rossi quand même. Et oui, 2003, Rossi, il fait sa meilleure année presque. Il y a un petit gars un peu fort. Ouais, il touchait, enfin voilà, c'était vraiment le roi. Du coup, là, c'était en plein dans son truc. Alors je sais pas, parce que je pense qu'il aurait peut-être pas été champion quand même. Moi, je sais pas. Je peux te dire ce que je me suis noté. Je me suis noté compliqué de le voir remporter la couronne suprême car elle arrive sur la période de domination du roi. En plus, Rossi était plus jeune. Exactement. En plus, il a déjà 26 ans. C'est ce que je me suis dit. Parce que Rossi, c'est un 79. Donc il a 3 ans de moins. Il avait le potentiel d'être ceux qui auraient pu le gêner. Qui auraient pu, je pense, lui prendre des victoires, etc. Plus que Gilberno, je pense. Vraiment. Ah bah, non mais... Suite à ça, effectivement... Ça me fait plaisir ce que tu dis. Non mais, sérieux. Il va donner un... On sait pas trop pourquoi. Alors, Gilberno, c'est toujours été un pilote vraisemblablement qui marchait au mental. Et ça va donner... Genre, Gilberno va devenir un bon pilote à la suite du décès dès la course d'après, en Afrique du Sud. Il est monstrueux. Ouais. C'est pas Jerez la course d'après? Non, Afrique du Sud, welcome. Donc ouais, derrière ça, Gilberno va faire 2-3 saisons intéressantes. Oui. Non mais c'est surtout que oui, Gilberno c'était un illustre... Il était nulle part de toute sa carrière. Exactement, en fait, Gilberno était là parce qu'il avait un sponsor et que Papy avait créé une marque de moto. Oui, voilà. Mais sinon, c'est tout quoi. Il était sur Suzuki en MotoGP, Suzuki en 2002 qui était nul à chier. Vous méprenez pas, il est meilleur que nous, c'est pas la question. Non. Mais effectivement, il était pas... Moi, je suis persuadé que si Daijiro Kato était pas mort, Rossi aurait quand même gagné ce qu'il a gagné parce que Rossi était intouchable, mais ça aurait peut-être été un peu différent. Il aurait été vraiment un adversaire d'un autre calibre pour lui. Et Rossi lui-même, moi j'ai le souvenir de Sportbike, à l'époque ça existait déjà, que je lisais, où des déclats de Rossi disaient que lui c'était le mec qui lui faisait le plus peur en début de saison 2003 quoi. Avant de monter sur la moto à Suzuka, il se dit ok, il y a 2 mecs qu'il va falloir que je surveille, c'est Biaggi et Kato quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il aurait jamais gagné parce qu'il arrivait sur une période où tu pouvais pas gagner, mais il aurait pu faire vraiment une belle carrière et voilà. Alors, allez, on arrête, je vais pleurer ici. Non mais ouais, c'était prometteur, c'est ça qui est le problème, c'est que il est fauché en pleine gloire quoi. Donc je te propose qu'on enchaîne avec Monsieur Marco Simoncelli, né le 20 janvier 1987. Il arrive en 125 du coup en 2002. 4 saisons pour 2 victoires et une 5e place au championnat. 2 victoires à Jerez. Son meilleur classement. Ouais. 2004-2005. C'est ça. Non mais là on est sur... là vous pouvez pas de test.
Il passe en 250 de 2006 à 2009. 2 premières saisons compliquées. Il va terminer 8e et 10e du championnat. Et derrière, par contre, en 2008, il va remporter le titre et termine 3e en 2009. Qui termine devant lui en 2009? En 2009. J'aime bien lui faire des petits quiz comme ça. Bah, Aoyama et Bautista. Oh, putain. Aoyama sur la Honda. Ah, les grises. Ouais, Honda Scott, la même que Dovi avant. D'ailleurs, Simoncelli et Dovi, s'aimaient pas du tout. Ah ouais, c'est possible. J'ai lu ça, apparemment, ils étaient rivaux depuis longtemps et depuis leur jeunesse. Et du coup, ils s'aimaient pas du tout. C'est vrai quoi, ils ont peut-être le même âge au final maintenant. 87, Dovi, on était à 85. 86, je crois. Peut-être j'ai une connerie. Bref, du coup, apparemment, ça m'aime pas trop. Il passe en MotoGP en 2010, saison qui est très correcte avec une 8e place au championnat. Et en 2000 Gardner, tout ça. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le 250, est-ce que tu as le souvenir de cette course sous la pluie au Mugello avec Pasini? Oui. J'ai revu une vidéo il y a pas longtemps. Est-ce que c'est pas une des plus belles passes d'armes de l'histoire de la course moto? Ouais, ils y vont comme des cochons là. Le tour 250 c'était. Ah ouais, c'était 250. Il a pas roulé en moto 2 lui. Je crois qu'il y a 13 ou 14 dépassements. Ouais, non, mais c'était dans le dernier tour. C'était n'importe quoi. C'était furieux à l'époque. C'est Pasini qui a le dernier mot pour le coup. Oui. Bon pilote aussi. Ouais, voilà, il y a plus honteux que de se faire dominer par Pasini. Ça va, sauf avec son bras pourri là. Il passe en MotoGP en 2010, donc j'ai dit saison très correcte, 8e au championnat. Et 2011, il fait 2 pôles et 2 podiums. Il va terminer 6e au championnat. Et donc en 2011, l'avant-dernière course en Malaisie arrivera à l'accident le 23 octobre. Il chute au 2e tour du Grand Prix de Malaisie. Il va se faire percuter par Colin Edwards et Valentino Rossi. À la différence de Daijiro Kato, lui va mourir grosso modo sur place parce qu'ils vont essayer de le réanimer pendant 1 heure et ça ne fonctionnera pas. Même question que pour Daijiro Kato. Est-ce que dis-nous comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais devant ta télé, etc. Alors je suis arrivé, je me rappelle, en gros j'avais allumé un peu en retard et il y avait drapeau rouge ou noir, rouge, je sais plus. Enfin en gros il y avait un bandeau qui passait en anglais. En gros j'avais un anglais balbutiant à l'époque et j'avais cru comprendre toujours. Oui, voilà, il disait que mais il était blessé quoi. Enfin il y avait un accident grave et du coup la course est pas repartie après, il me semble, je sais plus. Non. Ouais. Et du coup c'est là que j'ai compris que ça allait mal quoi. Donc là moi je l'ai pas vu en direct mais je suis arrivé en retard et du coup là c'était en attente, tu sais qu'il se passe rien, il filme une piste et puis ça défile et puis voilà. Donc là j'étais un peu sur le cul parce que j'étais fan de lui. Donc là ça faisait chier quoi. Donc un peu comme toi avec Kato c'était ça. Hein. Là tu comprends pas trop, alors t'attends, puis les nouvelles tombent, je sais plus c'est tombé 1 heure après ou c'est vite tombé. Ouais quand même mais du coup là t'es dégoûté quoi, donc tu comprends pas trop pourquoi lui en plus il était en pleine ascension pareil hein. Puis en plus t'apprends fauché par son meilleur ami quoi, putain là tu dis là il y a un problème. Puis Edwards merde quoi. Le pilote le plus qui a servi à rien de sa carrière quoi. La violence. Personne n'est fan de lui. Non, même clairement. Lui voilà. Lui est pas fan de lui, même sa mère est pas trop fan. Non mais tu vois c'est terrible le coup du sort, toi, c'est fauché par son ami quoi. Donc c'est terrible quoi. Donc ça m'a fait chier. Puis un peu après j'ai mis puis les années d'après j'ai un peu lâché. En plus c'était les années Rossi où c'était nul avec la Ducati, hein, on va pas se mentir. Hein. Dès l'année après, elle est sur la Ducati. Ouais. C'est ça. Après en 2012, c'est l'année avec l'autre Stoner là. Je préfère pas en parler. Et du coup après il y a eu les années de Marquez, donc jusqu'en 2015 j'ai eu un peu de mal. Franchement j'ai pas trop regardé, pas forcément à cause de ça, mais c'était pas des années intéressantes pour moi parce que Rossi était dans le creux. Donc j'ai un peu lâché. 2015 je suis revenu quand Rossi est revenu, tu vois. Ouais. Mais c'est des années pas top là, pour moi. Ça m'a pas plu quoi. Bon c'est comme ça. Hein. J'imagine tous ceux qui ont un fan, qu'on est fan de quelqu'un qui meurt, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Si Simoncelli avait été là, tu penses que tu aurais continué à suivre du coup? Je sais pas, franchement, peut-être, ouais. Ouais, quand même, je pense, ouais. Ça, en plus, c'est que j'étais à une époque où Rossi, franchement, j'étais fan de lui, puis là, il faisait rien, donc ça me saoulait, quoi. Voir les autres gagner que j'aimais pas, donc tu vois, j'étais vraiment plus dans le fanboy à l'époque, donc voilà, ça me saoulait. Et donc je pense que s'il était resté, ça m'aurait reboosté le truc quoi. Puis peut-être des mano à mano avec Rossi, Simoncelli, ils sont battus un peu en piste mais pas beaucoup en fait. Au final ils se sont croisés un peu, donc ça aurait pu être bien quoi. Ouais. Ok. Moi je suis devant la télé le 23 octobre 2011 avec j'ai peut-être encore je sais pas bref je suis avec mon père dans le canapé.
Et je sais pas si la caméra est sur lui ou quoi, je me souviens Non, pas. Je me non, souviens parce pas. qu'il était si s'était fait percuter par Rossi et Edwards, qui était pas devant, Ouais, hein, surtout à cette il était, époque-là. je crois qu'il était fin de top 10, un truc comme ça. Ouais, il était pas au top. Ouais. Et, et du coup, je vois ça, je me dis, waouh, putain, quel enfer et tout. Ils arrêtent la course, je prends mon téléphone, j'appelle tonton. Donc on fait la bise à tonton. On discute. En fait, genre je pose le téléphone, on met en haut-parleur et genre, on est tous les trois en mode putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, genre, il y a un truc bizarre qui est difficilement explicable, mais genre, tu comprends. Ouais, parce que les images, quand ça va bien, ils recommencent à remontrer quelque chose, Ouais, à ouais, remontrer un truc, et là, exactement. quand ils montrent rien, c'est que. Quand t'as l'habitude, entre guillemets, de regarder les courses, tu sens que quand ça va pas trop. Et là, 3 quarts d'heure après, c'est ça, la course repart pas, et tout est en mode putain, qu'est-ce qui se passe. Et là, je me souviens, je revois les images de Carmelo Espeleta qui descend et qui rentre dans les box un par un. Genre, en fait, il est avec ses sbires là. Ouais, il explique. Ouais. Et en fait, nous, on n'a pas d'infos, on sait pas ce qui se passe, mais on le voit juste déambuler, rentrer dans un box, y passer 2 minutes, ressortir, aller dans le box à côté. Et là, je me souviens de dire à mon père, je me fais oulala, il se déplace pas pour rien. Et donc, du coup, voilà, sa mort va être annoncée quelques minutes plus tard, je crois. Moi, ouais, je sais pas, c'était vraiment, vraiment horrible. Moi, je n'étais pas un giga fan de Simoncelli, je l'aimais bien, mais enfin, sans, voilà. Il avait cette réputation d'être un peu un pilote rugueux. Mais il y a une vidéo où il est en voiture et il dit, je sais plus qui, à Bautista, il dit, ouais, on fait un sport de bagarre, retourne faire de la danse ou un truc comme ça. Un peu. Il parle en voiture comme ça. Ah ouais. Ouais, il parle en voiture, une interview, et il raconte ça en gros que les autres ils se plaignent. C'est vrai qu'il était un peu rugueux lui. Ouais, ouais. Et bon, en plus là il est mort pas en bagarre quoi. Ouais, ouais. Il est horrible parce qu'en fait là il sort. Et il revient sur la piste, ouais. Ouais, il tombe, en fait il est déséquilibré, du coup la moto, il est couché, il est carrément couché, et là du coup il est embarqué par la moto qui revient sur la piste, donc là les autres ils ont pas pu l'éviter. Son casque qui s'arrache et tout, ah bah, quand le casque s'en va en général, ouais, c'est pas bon. Ouais, parce qu'en fait on s'est beaucoup posé la question, et moi à l'époque je m'étais beaucoup posé la question de pourquoi son casque. Et en fait l'explication elle est simple, c'est que les lanières de sécurité, en fait elles ont une tolérance Oui. En fait, à partir d'un certain seuil de pression qu'elles subissent, elles lâchent. Elles sont faites pour. Donc en fait, si le casque s'est arraché, c'était pour essayer de lui sauver sa vie. Voilà, exactement. Vraiment très cet épisode vraiment que du lol. Hein. On adore. Moi, j'ai une interview de Lorenzo, une conférence de presse de lui et Lorenzo en tête où Lorenzo l'embrouille en lui disant il me tue de rire sur cette interview. Ils ont et elle prend une autre perspective une fois que tu sais ce qui lui est arrivé, cette interview où Lorenzo lui dit bah vas-y, tu casses les couilles et tout, tout le monde se plaint de toi, machin et tout, et il se fout trop de sa gueule Simoncelli en mode vas-y, je t'ai jamais poussé, me pète pas les couilles, tu vois. Donc, je me souviens aussi qu'en 2011, il est pénalisé au Mans parce qu'il jette Pedrosa par terre et tout. Enfin, c'était. Voilà. Ah non, mais il était. Non, mais. Même si sur le coup, comme tu l'as dit, il n'y a pas de. Il fait rien de particulier. Non. Il n'y a rien de sa faute. Mais ouais, c'était un pilote rugueux. C'est le bon mot terme. Sur la partie héritage, j'ai noté le circuit de Misano qui porte son nom. Un team Moto3 également qui porte son nom, dirigé par son père. Ouais. Et moi j'ai noté beaucoup de pilotes par de lui comme un très talentueux, et j'ai noté aussi la définition de pilote charismatique. C'est ça moi qui m'a plu quand j'étais plus jeune, quoi, 14-15 ans. C'est ça, quand on était en 125. Il était grand déjà en taille. Ouais. Je sais pas si moi ça m'avait marqué. Il faisait un bon 85. Ouais, il était plus grand que Rossi, tout ça. Ouais. Sauf qu'en 125, ils étaient toutes minuscules les motos. En fait, tu voyais qu'il était déjà vachement plus grand que les autres en taille. Puis il avait le 58, il avait un casque avec un léopard, tout ça. Donc ça faisait penser un peu à un petit frère spirituel de Rossi. Tu sais, de toute façon, il y a de l'idée. Hein. Bah oui, vachement jaune fluo, tout ça. Donc en fait, moi, j'avais accroché avec ça vachement. Et du coup, après, ouais, voilà, en 250, beaucoup de bagarres, ainsi de suite. Donc forcément, moi, ça m'avait plu. Puis le côté, il avait la même touffe que Rossi, un peu, tu sais, les cheveux à une époque frisés, puis c'était tout le temps ensemble. Donc il me faisait penser un peu au petit frère de Rossi, tu sais. Sauf que il y a eu Marini après, mais à l'époque, il n'y avait pas Marini. Donc
Il me faisait penser à son petit frère spirituel, un peu, ils étaient toujours fourrés je ensemble. comprends. Puis un peu dans le même style, tu vois, un peu showman aussi, faire des roues arrière, tout ça à la fin. Donc une sorte de Rossi bis un petit peu. Moi, il me faisait penser à ça, en latitude aussi grand, même équipementier AGV, des NES. Donc voilà, non, ça m'a plu. Puis voilà, après le 58, le casque était beau, moi j'aimais bien. Donc, quand il est mort, celui qu'il avait à la fin là. Ouais. Donc voilà, ouais, moi je trouvais charismatique, c'est ça. Donc ouais. Mais moi, j'ai noté, ouais, vraiment, on parle souvent de ça et on se fait un peu tailler. On dit, ouais, le pilote, il a pas de charisme, et du coup, il est ennuyeux, machin et tout. Bah ouais, Simoncelli, c'est vraiment l'inverse. C'est ce genre de mec, qu'il ait son casque ou pas, quand il parle, tu l'écoutes, quand il est là, tu le regardes, quoi. Tu vois, le mec, il attire l'attention. Sur la piste, le trouve est fou, ouais, sérieux. Enfin, moi, je dis, j'étais pas un immense fan, mais vraiment, j'étais content à chaque fois que tu dis, ok, il y a Simoncelli qui roule, on va regarder, quoi, parce qu'il va se passer quelque chose tout le temps. Et au pire, on peut même rire, tu vois, parce que, comme tu dis, tout ce côté petit frère spirituel de Rossi, c'est-à-dire que tout comme Rossi, un peu un cran en dessous, tu vois. Un peu moins fort, mais très fort. Un peu moins de bagarre, mais beaucoup de bagarre. Des blagues, un peu moins. Enfin, vraiment, en fait, tout comme Rossi, mais un petit cran en dessous, quoi. Et du coup, c'était vraiment, vraiment un bon. Et je te finis. Donc, du coup, science-fiction. Comment t'aurais vu la suite de sa carrière si il y avait pas eu cet accident? Ça aurait été juste pour être champion, peut-être, quand même, parce qu'il était avec année Marquez après. En fait, il a Stoner. le même problème que Kato, mais avec un autre gars. Donc je pense qu'il aurait pu accrocher un podium final, peut-être 2-3 fois, je pense. C'est ce que j'ai noté. Prétendant au podium général, mais sans doute jamais titré. Non, c'était juste pour le titre. Et moi, j'ai cette espèce d'arlésienne. Donc, du coup, je profite qu'on en parle là, qu'on soit vraiment sur le truc. Est-ce que. Donc, du coup, grosse science-fiction. Marquez, il arrive en 2013. On est d'accord. Simoncelli va mourir en 2011. Donc, il y a la saison 2012 où Marquez va rouler sur la Moto 2. Où Simoncelli était censé, faire la saison MotoGP. Du coup, je te fais de la science-fiction. Imagine en 2012, Simoncelli fait 2 victoires, 5 podiums et. Il passerait chez le HRC du coup. Voilà. Ah ouais, peut-être. Ouais, après. Moi, j'ai noté, sans sa mort, est-ce que Honda propulse Marquez directement au HRC? Pas sûr. Peut-être pas sûr. Alors, après, on va pas se la faire à l'envers. Ça se voyait que Marquez était incroyable. Oui, ça quand se même. voyait. Oui, c'était pas. Mais est-ce que tu prends le risque de. Enfin, quand tu as un pilote aussi fort et qu'à côté de ça, tu as Pedrosa et que tu as la possibilité de. Et que tu as encore Stoner. Est-ce que. Enfin, alors, du coup, ouais, ça va, deux choses qui vont se conjuguer. La retraite de Stoner et la mort de Simoncelli, pour moi, qui font que Marquez va faire changer la règle à la Dorna. Parce qu'à l'époque, les rookies n'avaient pas le droit d'intégrer une team officielle. Ils ont changé la règle pour Marquez, qui va directement au HRC. Pour moi, je dis pas c'est sûr, mais il y a une possibilité pour qu'ils préfèrent prendre Simoncelli qui te donne des garanties parce qu'il est déjà en MotoGP. Ils se disent, bah écoute, Marquez, ok, t'es un crack, mais tu vas te faire les dents chez Cecchinello. Et si Marquez, il commence à carrer chez Cecchinello, je dis pas que c'est un clampin, mais il est sans doute pas champion du monde. C'est pas faux. Non, mais ce que donc tu sa dis, carrière est différente. Tu vois. Ouais. Donc voilà, moi j'ai ce petit truc où je me dis, je pense que la mort de Simoncelli a un tout petit peu influencé la carrière de Marquez. Peut-être. Non, mais ouais, quelque part. Hein, ouais. Donc voilà. Je te finis avec 2 petites questions. Lequel des deux, à ton avis, donc sur la partie science-fiction, entre Daijiro Kato et Marco Simoncelli, aurait fait la plus belle carrière? À la fin, voilà, donc science-fiction, il n'y a pas eu leur accident. Lequel des deux, dans le classement général de tous les pilotes, tu mets devant l'autre? Bah, je vais dire Simoncelli parce que victoire en 125, plus champion en 250 comme Kato, tu me diras. Mais après, peut-être une victoire ou quelques victoires en MotoGP, donc je me dis Simoncelli quand même. Mais bon, après c'est moi. Hein. Ouais. Toi tu vas me dire Kato parce qu'il a moins de courses. Ouais. Il a brillé plus. Non, mais ça s'entend. Après, pour moi, c'est pas scandaleux l'un ou l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup de similitudes. Hein, bah oui, ils étaient en même team. Même team. Ils ont un nombre de victoires qui est proche. Oui. Champion 250. Tu vois, donc voilà. Et titre, après, mourir dans leur deuxième année où ils sont censés briller. Ouais. Ça, hein. Troisième année. Deuxième. Deuxième. Donc beaucoup de choses dans le même team. Donc tu vois, ça fait beaucoup quand même. Bon, après ils se ressemblent eux deux, rien à voir, hein, les deux. Non, mais un japonais discret et un italien, voilà. Donc bon. Même sur la piste, ils n'avaient pas trop le même style de pilotage. Mais moi, je te jure, Kato, je m'en remettrai jamais. Enfin, il était tellement fort, c'est pas possible. C'était la première fois peut-être qu'un japonais
pressenti pour vraiment briller en 500, vraiment. C'était ce que j'allais dire. Est-ce que tu as le souvenir En d'un MotoGP. autre japonais attendu aussi fort? Non, en MotoGP, non. Jamais eu. Il y a eu des mecs forts, mais pas. Non, pas comme ça. Non, tu vois, tout à l'heure, je parlais de Ukawa et de Tamada. Bon, Tamada, non. Mais Ukawa, il fait quand même une carrière honnête. Norikabe aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, mais c'était trop. Je pense à Okada un peu aussi, tu vois. Mais c'était pas aussi. Enfin, la saison 2001 250 de Kato, c'est n'importe quoi. Bah, c'est pas une saison japonaise, c'est bizarre. Ouais. Ouais. Donc ouais, moi je vais dire Kato, mais bon, pour le coup, j'ai quand même la sensation que tous les deux étaient assez similaires en termes de niveau. Et je te propose de finir par une question. Lequel avait le plus beau casque? On va encore pas être d'accord. Hein. Moi j'aime bien Simonchi parce qu'il fait penser un peu au casque des années 70. C'était sobre avec 2 traits et puis on le reconnaît, enfin assez reconnaissable de loin. J'aime bien la sobriété comme ça, moi. Tu vois, Rossi, les casques de Rossi, j'ai du mal. Tu vois, c'est mon pilote préféré, mais ces casques, il n'y en a pas beaucoup que j'achèterais. Ils sont trop bariolés, c'est trop jaune. Okay. Et là, je trouvais ça classe, ça faisait un peu ancien, puis il avait son nom écrit derrière, comme les anciens pilotes. Alors maintenant, c'est de plus en plus, mais écrit à l'ancienne. Je sais pas comment expliquer, avec des lettres. Comme les années 70, il faudrait que je te montre des photos. Et ça ressemble vachement, ça faisait pilote années 70, tu vois. Donc, avec les cheveux longs qui dépassent, tout ça. Donc, c'était trop bien. Il y avait un style, puis les combinaisons d'Enez, c'est quand même les plus jolies. Donc, bon. Et du coup, non, il y avait, je trouvais son casque sobre, mais joli avec les panthères derrière. Alors, bien sûr, Monster a été nous foutre leur putain de M qui nique tout. Non, c'est horrible. Enfin, rouge, blanc et vert fluo. Non, ça n'a pas de sens. Bon. Mais, et San Carlo qui est moche, là, écrit en dessous là. Bon. Mais ce casque, un jour, je pourrais peut-être me l'acheter. Ce serait vraiment si je devais en acheter un casque réplica, ce serait vraiment celui-là parce que les autres, je suis pas fan, tu vois. Celui de Quartaro, hein. On l'a vu hier là. C'est ignoble. C'est à chier partout. Puis cette marque-là, JC. Demandez à Adrien, vous en parlez. Moi, après, c'est Daijiro Kato, pour moi, a le plus beau casque de l'histoire. Voilà. C'est vrai que c'est dans les 2-3 que j'achèterais. Si je devais en acheter, clairement. Japonais, ils ont leur style à eux en plus. Ça qui est bien. C'est que. J'adore les casques japonais. Ogura. Celui d'Ogura, il est trop beau. Pour moi, actuellement, c'est le plus beau. Oui, parce qu'ils ont leur style. Je sais pas comment ils font. Ils ont leur style. J'adore le casque de Nakagami aussi. Je connais pas. C'est un Arai. Pas jamais, je le vois pas. On voit pas à la télé. Alors, non, ça va. Il est pas. Le casque de Nakano était incroyable. Oui, il était iconique. Voilà. Mais pour moi, le casque de Daijiro Kato, c'est le plus beau. Un jour, j'aurai le réplique de Daijiro Kato. Tant que ça faudra, mais ça coûte 1000 balles, donc on va attendre. Ils font un peu chier quand même. Putain, de toute façon, en plus, ça sort tout le temps sur la marque. Shoei. En fait, Shoei, ils le font que sur. Ils le font que sur la gamme haute en fait, et genre sur le Xperia 3 et tout, et du coup ils coûtent des yeux de la tête. Ouais, surtout que bon. Donc, en plus celui-là, je pense que tu rouleras peu avec parce que tu n'auras pas envie de l'abîmer. Exactement. J'irais pas faire du karting. Ils cassent les couilles, faire tour le suite de Simoncelli, je sais même plus s'il est en vente actuellement. Ou alors En plus l'avantage de Simoncelli, c'est que AGV tu peux le trouver sur du K3 à 250 €. Je crois que ça va être ça. Ça va finir comme ça. Donc, et c'est ce qu'on disait en plus par message, on en parlait en préparant cet épisode. Pour moi, le combo casque combi carénage de Daijiro Kato sur son titre en 2001, c'est all time. Je préfère la Fortuna de MotoGP l'année d'après, en 500 ou MotoGP. Mais ça revient à ce que tu disais, toi tu préfères un truc un peu sobre et tout. Moi j'aime bien les trucs bariolés. Vietti de cette année là. Ouais, par exemple. À dégueuler partout. Moi j'adore. Donc là pour le coup, ce casque, j'adore. Non, mais le problème, c'est que c'était des pilotes, les Japonais, ils avaient un gros trou générationnel, un peu de pilotes. Ils avaient des bons en 125, Aoki. Yoshi, oui. Ouais, voilà. Mais en. Ueda. Ueda. Voilà, mais ils n'en avaient aucun qui a dominé une saison comme il a fait. Et c'est ça le problème. Et depuis, on a bien vu que c'est compliqué. Et depuis, c'est le désert. Regarde, il y a Tamada qui a gagné une course. Ouais, 2, non 2, ouais. Ogura, il fait un peu comme ça aussi. Un peu, c'est moins pire que les autres, effectivement. Mais c'est pas mieux, beaucoup mieux. Nakagami, bon. Non, n'en parlons pas, surtout pas. Il y avait Aga aussi. Alors après, il a fait une belle carrière en Superbike. Voilà, mais pour un japonais, il avait un style différent. Avec des boucles d'oreilles, tout ça. C'était un peu un déglingo, lui, dans sa tête. Complètement fou. Voilà, donc ça change un peu. Lui, voilà. Lui, j'aimais bien aussi. Son casque aussi était joli, mais bon. Après, voilà. Mais c'est vrai que là, c'était un japonais qui changeait un peu de. On n'avait pas l'habitude de voir ça, donc.
Puis vraiment japonais, discret. J'ai entendu dire qu'il dormait des fois sur sa chaise pendant les séances. Il s'endormait assis avec le casque. Ouais. Ah, génie. Il s'endormait, puis il repartait après. Voilà. Kato. Hein. Ouais, je pense que j'ai compris. J'aime trop. Donc, non, c'est triste. C'est comme ça. En plus, moi, j'ai une appétence particulière pour les pilotes qui ont une grande bouche, tu vois. Qui vraiment, j'adore le trash talk, j'aime bien les mecs. Mais lui, il était. Et ben, lui, c'est mon deuxième pilote préféré all time. Alors, c'est pas du tout son cas. C'est qui le premier? C'était un taiseux, un petit gars connu. Un bouclé. C'était un taiseux, quoi, tu vois. Genre, mais je sais pas, entre guillemets, à la japonaise, quoi. Tu sais, des gens, Nakano, discrets, mais les japonais exubérants, ça n'existe pas. Paraga. Voilà. En MotoGP, on n'en a pas vu, tu vois. Non. Même Norikabe, tout ça. Non, pareil, ouais. Ce style Norikabe. Ah oui. Et son fils a un style, pas comme le père, mais il a un style particulier, apparemment. Ah ouais. J'ai vu des photos, parce qu'il a fait les 8 heures de Suzuka, là. Ouais. Et il va être en super sport l'année prochaine, si je dis pas d'annerie. Ouais. 600 super sport. Ouais. Donc attention. On peut dire 600. Oui. Personne ne regarde, de toute façon. Tout le monde s'en bat les couilles. Oui. Personne ne saura qu'il y a son fils Enrique. Il y a juste des Ducati 900, c'est ça, ou des 1000. Ah non, mais ne me pose pas la question. Il y a des Panigale 900, là, la V2. D'ailleurs. Je ne sais pas. Et Condé 600 R6. Alors voilà, ça où est la logique? C'est la Joe Barwan de bordel. Voilà, il y a des turbos. Il y a un mec en 13.5 avec un casque bol et une marme. Ça n'a pas de sens. Non, c'est un peu n'importe quoi. On vous remercie du coup de nous avoir écoutés. C'était un petit peu confus, mais on avait depuis très longtemps envie de parler de ces deux pilotes parce que c'est vraiment nos deux pilotes qu'on a adorés et quelque chose qui nous a marqué. On espère qu'on a parlé ça avec le bon ton parce que c'est des choses qui sont pas toujours faciles à aborder. Oui. Et moi, en 2003, j'étais au Mans et du coup, j'ai vu son remplaçant. Parce qu'en fait, il n'avait pas de remplaçant pour la course en Afrique du Sud. Ouais. Et après, il devait y avoir Jerez et sûrement le Grand Prix de France. C'était qui? Ryuichi Kiyonari, un autre japonais. Ouais. Qui a pas fait une grosse carrière. Je crois 45 ou un truc comme ça, un chiffre. Ouais, il n'a pas fait une grande carrière en Superbike plus, mais c'était lui son remplaçant. Il venait d'arriver. Alors pas connu. Hein. Ouais. Forcément, mais c'était l'année où j'ai vu Gilberno gagner en 2003 au Mans. Oh, ça, c'était horrible. Incroyable. Dégueulasse. Ah putain. Ah non, mais allez. On en fera un épisode sur les pires têtes à claque du truc. On en parle du balai. Allez, à l'épice du Qatar, là. Je m'en rappelle, moi. J'étais là. Bon, merci de nous avoir suivis. On espère qu'on a parlé de ce sujet avec le bon ton, mais on y tenait. Vraiment, à deux pilotes qu'on adore. Donc, on avait envie de faire cet épisode. N'hésitez pas pour nous suivre, les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas vous les rappeler, vous les connaissez si vous êtes là. Et voilà, rappel, venez pas me prendre la tête en mode oui, vous faites du buzz et tout sur des pilotes et tout. Juste, vraiment, si vous faites ça, je vous satellise. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je peux le faire. Il n'y a pas de problème. Oui. Ça va me faire plaisir. Donc, on n'en vit pas encore, donc on peut se permettre de dire au revoir. Hein. Donc voilà, merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. Salut. Bisous.